tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Et oui, c'est bientôt l'été, on a pourtant du mal à quitter nos manteaux. Qu'à cela ne tienne, dans Riding Zone, on ne se laisse pas abattre. Aujourd'hui, nous passerons la journée à Quiberon, dans le Morbihan, et vous verrez que cette presqu'île regorge de paysages magnifiques. Au sommaire de l'émission, il y aura les plus beaux spots de surf de Bretagne. Nous vous présenterons le Giant Sup, une activité que vous pourrez essayer pendant l'été. Nous reviendrons bien sûr sur les événements incontournables de la culture glisse, comme par exemple le Rio Pro. Et voilà, il paraît que les Bretons sont des gens très sympathiques. J'ai hâte de les rencontrer. Tout de suite, place au sommaire et au zapping de la semaine. Pour commencer, Riding Zone vous emmène à la découverte des meilleurs spots bretons et ça vaut le coup d'œil. Après la Bretagne, le Brésil et Rio à l'occasion de la 3e étape du championnat du monde de surf. Les surfeurs justement, sportifs pas comme les autres, ils souffrent parfois de pathologies bien particulières. Alors l'équipe de Riding Zone a voulu en savoir plus. Surf toujours avec Ronan Gladu, un photographe et cinéaste passionné qui nous parle de son travail. Pour la 4e année consécutive, le BMX a envahi Lyon à l'occasion de la Street Station et forcément, nos caméras étaient présentes. Monsieur Qui c'est qui? Un artiste touche à tout que la rédaction est allée rencontrer. Enfin, découverte du Giant Sup, une sorte de stand-up paddle géant, mais d'abord, c'est le zapping. Et si on commençait l'émission avec la découverte des spots de glisse de la Bretagne? Quel type de vagues on trouve ici? Où se trouvent ces spots dans la région? La réponse en images tout de suite. La Bretagne, c'est très capricieux au niveau des spots. Il faut vraiment connaître la bonne hauteur d'eau avec la bonne direction de houle, savoir vraiment tous les paramètres qu'il faut réunir pour surfer ces spots. Rien que la couleur des rochers ne sont pas les mêmes entre la côte nord et la côte sud. Même l'orientation de la roche, si ça fait plutôt des dalles plates ou plutôt, plutôt tombantes. Ce qui est bien en Bretagne, c'est qu'on a 2800 km de côte. La côte est vraiment découpée, donc elle a beaucoup d'orientation de côte. La houle, elle tourne, les vents changent, etc. Sans rentrer dans les détails. Dans le sud-ouest de la France, ils ont une fréquence de houle et de vagues qu'on n'a pas ici. Par exemple, en Bretagne, quand il y a 1 mètre de houle, on va quasiment pas surfer parce que la houle ne rentre pas. Alors que dans le sud de la France, il y a une fosse et donc les vagues arrivent plein pot. Donc quand il y a 1 mètre de houle, c'est sûr qu'il y a 1 mètre de vague sur les plages. Après, au niveau panel de vagues et différentes vagues surfables en Bretagne, je pense qu'on est pas mal.
Et ça peut peut-être faire la différence. Et un peu de tout, des vagues de sable, des vagues de rochers, des vagues creuses, des vagues moins creuses, des vagues petites, des vagues grosses. Que si on est prêt à faire des kilomètres et on connaît bien la côte, on surfe régulièrement. Ouais. La côte nord Finistère, c'est très compliqué d'avoir une bonne session dans ce coin-là. Pour une bonne session, c'est 3 allers-retours, quelquefois à la rame pour aller jusque sur une île au large. Et puis en fait, c'est pourri, mais de temps en temps, c'est très bien et c'est tout de suite un peu magique. Ça nous arrive de surfer dans 2 départements différents dans la même journée. La particularité de la Bretagne, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des vagues pour un certain niveau, un confirmé, voire très bon. Et à côté de ça, en fait, on a un plateau continental qui part super loin et super plat. Donc, ça veut dire que même si on a des grosses houles, c'est un peu effréné justement par ce plateau. C'est 1000 fois mieux que le sud-ouest de la France pour commencer. C'est moins des gros shorebreaks très violents au bord. Du coup, pour débuter, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une petite vague qui déroule qu'un truc qui te massacre au bord. Que ce soit à marée haute, à marée basse, c'est plus ou moins la même taille de vague, la même forme de vague, et du coup, il n'y a pas de surprise. Donc on a quand même des spots de sable orientés dans le Grand Ouest qui sont hyper cool, quoi. Au niveau sécu, c'est vraiment top. Ouais. Pour un jeune qui veut commencer à s'initier au surf, c'est vrai que la plage de la Palue, à la presqu'île de Crozon, c'est quand même assez idéal. Toute la baie d'Audierne qui est très longue un peu au-dessus et puis la presqu'île de Crozon. C'est très facile de marcher un petit peu pour retrouver un pic où il n'y a personne, sans embêter personne. L'eau est translucide, ça rentre bien, donc il y a assez souvent des vagues. Je trouve ça vraiment magnifique. J'aime bien la Torche et Portscarn parce que c'est là où je donne des cours. Je passe énormément de temps sur la plage et du coup dans l'eau aussi, pour pouvoir surfer un peu tout le temps, peu importe les créneaux de la journée. Je commence à redécouvrir la Torche, qui est quand même gorgée de spots tout autour, parce qu'au début j'étais un peu allergique à la Torche parce que c'était un peu l'endroit où tout le monde allait. Ensuite il y a Quiberon, il y a pas mal de spots. À côté de Brest, il y a les Blancs-Sablons. Pour apprendre à surfer dans des petites vagues, c'est l'idéal. Pour monter en grade, on peut rester dans ce qu'on appelle les beach breaks, donc des spots où ça casse sur du sable. On peut avoir des spots qui sont puissants creux, voilà, où il y a une certaine barre à passer, où des fois c'est gros, il fait froid l'hiver. Ça demande un peu un engagement psychologique, quoi. À côté de Brest, il y a par exemple le Minou, qui peut être vraiment un bon spot quand toutes les conditions sont réunies. Assez creuse, donc on peut commencer à surfer d'autres types de vagues là-bas. Les spots qui m'ont fait, entre guillemets, dans le milieu du bodyboard, c'est Anaël. C'est même moi qui ai donné le nom. C'est une île qui est au large du Finistère Nord. Une super gueule pour un bodyboarder, et du coup, pour un photographe aussi, c'est vraiment sympa. C'est juste comment ça se fait que depuis autant de temps, on parle pas de la Bretagne en France au niveau du surf. J'ai jamais compris. Je pense qu'on aura beau médiatiser la Bretagne, c'est pas pour autant qu'il y aura beaucoup plus de surfeurs étrangers ou de touristes qui viendront en surf trip, et si c'est le cas, ils sont bienvenus. Du fait que les spots sont difficilement accessibles, il faut vraiment connaître la côte, les coefficients, toutes les conditions pour pouvoir aller surfer, contrairement à d'autres endroits où la côte est rectiligne. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient en Bretagne, on se rend compte que la côte est assez unique, et moi j'apprécie beaucoup parce qu'il y a encore beaucoup de nature. C'est ce que j'aime dans la Bretagne. Hello. Ça va? Ça va, j'ai bien Quiberon. C'est magnifique. On est pas mal. C'est magnifique. On est pas On va mal. par là-bas? Allez. Je viens de retrouver Benjamin Mazet qui tient ici à Quiberon une école de surf et qui sera mon guide pour la journée. Il va nous faire visiter un petit peu son coin. Ben, comment ça va? Ça va très bien, Tiga. Ben écoute, merci d'avoir accepté de m'accompagner toute cette journée. Est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà où est-ce qu'on est là? Alors ici on est à Saint-Pierre-Quiberon, donc sur la presqu'île de Quiberon. On est sur la côte sauvage, donc là c'est un peu une zone réservée aux experts. Bon, la mer est un peu haute encore pour le moment, mais il y a d'autres endroits où il y a des vagues où on pourra aller voir
évoluer sur... Quand tu dis réservé aux experts, c'est-à-dire pour tous les surfeurs qui savent vraiment surfer. Voilà, faut être un peu confirmé quand même pour venir ici parce qu'il y a quand même pas mal de monde, les plages sont assez petites et du coup ça bataille un peu quoi. D'accord. L'eau est à combien là aujourd'hui? Elle est super chaude, super chaude, 12-13 Ah oui. degrés quoi. C'est ça, c'est parfait. Ah on est bien là, on est bien. Bon écoutez, puisqu'ici il fait un petit peu frais, je vous propose d'aller se réchauffer. Partons tout de suite au Brésil, à Rio pour la 3e étape de l'ASP World Tour, le circuit mondial de surf. Et nous on va où? Nous on va aller à Port-Barra, voir les copains qui surfent. Ça marche, on se retrouve juste après, on sera à Port-Barra. La caravane de l'ASP World Tour a posé ses valises au Brésil. Après 2 premières étapes en Australie, la crème du surf mondial avait rendez-vous à Rio. Et comme à chaque fois, tout le monde s'est régalé au pays du football et de la samba. Grand soleil et vagues de près d'1 mètre de haut, les conditions étaient idéales. Et les riders en ont profité. Malheureusement, les Français ne sont pas parvenus à briller. Jérémy Flores est un peu passé au travers, éliminé au 3e tour par l'Américain Nate Young. Michel Bourrez, lui, a fait un peu mieux, sorti au 5e round par l'Australien Mick Fanning. Et les Bleus n'ont pas été les seuls en difficulté. La preuve avec Kelly Slater, chahuté dans les vagues brésiliennes, King Kelly a souffert en quart de finale. Il s'en sort finalement avec 2 vagues notées 12,30. Pas suffisant. Pour venir à bout d'Adriano de Souza, intenable à domicile, le Brésilien a surclassé la légende du surf et s'est offert une note de 15,33 pour éliminer Kelly Slater. Et visiblement, les Brésiliens étaient en forme chez eux. En quart de finale, Gabriel Medina a impressionné face à Adrian Buchan. Une première vague notée 10 sur 10. Le prodige brésilien est talentueux. Malheureusement, il n'est pas toujours très fair-play. Dans la foulée de sa vague, il coupe la route de Buchan qui réclamait la priorité. Un geste loin d'être élégant, qui rend l'Australien furieux. Et derrière, c'est compliqué de se remettre dedans. Adrian Buchan se bat, mais finalement, ce sera bien Gabriel Medina qui se qualifiera pour les demi-finales, 16,43 contre 14,93. Le Brésilien est ravi, son public aussi. Ils seront 2 locaux en demi-finale. Sébastien Zeitz, lui, a vu son beau parcours s'arrêter en quart de finale. Pourtant, le surfeur hawaïen avait des arguments à faire valoir, mais il est tout simplement tombé sur plus fort que lui, en la personne de Mick Fanning. Sans véritablement impressionner, le double champion du monde australien a fait le boulot. Plus expérimenté, il a assuré et récolte 13,37, suffisant pour battre le 12,37 de Sébastien Zeitz. Jordy Smith, lui, n'a plus remporté de titre sur le circuit depuis près de 2 ans et visiblement le Sud-Africain en a un peu assez. Alors au Brésil, il s'est énervé. Impressionnant tout au long de la compétition, il a poursuivi sur sa lancée en quart de finale et il le fallait, car en face, le Brésilien Felipe Toledo était en forme. Chez lui, il a fait des merveilles et multiplié les aerials. Sa note est à la hauteur, 14,07. « 14,07 c'est bien, mais pas aussi bien que Jordy Smith, littéralement déchaîné. Le Sud-Africain était en feu et rien n'a pu l'éteindre. 17,76. Bienvenue en demi-finale. Et à peine le temps de souffler que les demi-finales ont commencé avec un duel 100% Brésil. Gabriel Medina en jaune opposé à Adriano de Souza en rouge. Et c'est bien simple, les 2 hommes se sont livrés un combat titanesque à Rio. À coups d'aerials, ils se sont rendus coup pour coup. Mais dans toutes les compétitions, il faut un vainqueur. Et ce sera Adriano de Souza. Gabriel Medina aura tout donné, mais sa note énorme de 17,50 ne suffit pas face au 17,64 de son aîné. L'autre demi-finale a été beaucoup moins serrée, la faute à Mick Fanning. Sur le spot de Barra des Tiruca, l'Australien s'est craché. Incapable d'enchaîner, il n'est jamais parvenu à surfer comme il a l'habitude de le faire. Résultat, la sanction des juges ne s'est pas fait attendre, 8,40 sur 20, même pas la moyenne. Dans ces conditions, Jordy Smith n'a pas eu à forcer son talent. Le Sud-Africain en jaune s'est contenté d'assurer pour aller chercher une note de 14,83 et son ticket pour la finale.
Le Sud-Africain a eu raison de se préserver car en finale, il a retrouvé Adriano de Souza et tous ses supporters. Vainqueur de la dernière étape en Australie et poussé par ses fans, le Brésilien visait la victoire à Rio et il s'est donné les moyens de ses ambitions. Pas de quoi impressionner Jordy Smith. En forme depuis le début de la saison, le Sud-Africain a confirmé ses bonnes dispositions du moment dans les vagues brésiliennes. Dans une finale de très haut niveau, Adriano de Souza avait du répondant et a tout tenté pour aller décrocher la victoire. De quoi se voir attribuer une note de 16,34. Malheureusement pour le Brésil, Jordy Smith avait encore de la réserve et il a fini par sortir l'artillerie lourde pour mettre fin au débat. Impressionnante puissance, il termine avec une note de 17,80, soit le meilleur total de la compétition, rien à dire. Adriano de Souza ne peut que s'incliner. Jordy Smith a bien mérité la 3e victoire de sa carrière en pro, la première hors d'Afrique du Sud. Donc toi, Ben, ça fait combien de temps que tu fais du surf? Alors j'ai commencé j'avais 11 ans, 12 ans. Je commençais par faire du bodyboard et puis après souvent j'avais un surf, je faisais du bodyboard avec les copains et les copains partaient et je continuais tout seul en surf. D'accord. Donc j'ai mis beaucoup de temps à apprendre ce que j'apprends à mes élèves en une semaine. D'accord. Attention petit gars. Le petit virage qui va bien. Et donc tu connais un petit peu les blessures qu'entraîne ce sport, le surf? J'ai donné, j'ai eu mon quota. Ouais. Justement, c'est notre enquête de la semaine. Vous savez que la pratique du sport peut entraîner des lésions et des blessures. Nous avons rencontré le docteur Baruch. Il exerce à Biarritz et il soigne beaucoup de surfeurs. Il nous raconte quelles sont les blessures les plus fréquentes, par exemple des lésions de la cornée, crevaison des tympans, champignons, mycoses et autres genres de maladies. Je pense que c'est un sujet qui va rassurer tous ceux qui jalousent les beaux surfeurs. Tout de suite, place à notre enquête de la semaine. Alors petit gars, qu'est-ce que tu penses de la suspension? On est au top là. On est au top. T'es sûr? T'aimes bien les sports extrêmes? Alors je reçois des surfeurs, beaucoup de surfeurs, surtout en été, parce qu'avec le monde dans l'eau, le risque de collision, il y a pas mal de traumatologie, c'est-à-dire de petits et de gros bobos en surf. En dehors de la traumatologie, il y a une pathologie spécifique du surfeur, on va dire. Et cette pathologie, elle est surtout représentée par des problèmes ORL, et notamment le problème d'exostose. Donc l'exostose, c'est un rétrécissement du conduit auditif externe qui se crée sous l'influence de l'eau froide et du vent. Au bout de plusieurs années de pratique, 5 en moyenne, on peut observer un rétrécissement du conduit auditif qui peut conduire à des otites plus fréquentes et à terme à une baisse de l'audition, à une surdité. On peut la prévenir en protégeant ses oreilles. Donc on peut les protéger avec des bouchons d'oreilles, avec des bandeaux en néoprène, avec une cagoule en hiver. Sinusite, otite, les problèmes ORL peuvent être nombreux, mais il n'y a pas que ça. Avec le soleil et le sel, les yeux aussi peuvent souffrir, tout comme la peau. Des maladies bien connues, mais les surfeurs souffrent aussi parfois d'autres maux. Alors il faut savoir qu'il existe en plus une pathologie vraiment spécifique aux surfeurs, qui s'appelle la costochondrite, c'est-à-dire qu'à force de ramer en prenant appui sur sa cage thoracique, et notamment sur le bas de ses côtes, on a des surfeurs qui vont développer des excroissances au niveau des cartilages et des côtes, et ces excroissances vont pouvoir être gênantes, vont pouvoir s'inflammer, causer des douleurs sur le long terme, et ça c'est spécifiquement lié à la position de rame. Il faut adapter sa pratique en changeant sa position de rame, moi ça m'est arrivé de conseiller, pendant un temps du moins, de moins ramer, cambrer, ou d'utiliser des protections. On peut surfer par exemple sur une planche plus molle, on peut intercaler du caoutchouc entre la combinaison et sa cage thoracique, donc c'est plein de petits moyens pour essayer de traiter un problème qui est spécifique aux surfeurs. Un problème que connaît bien Joël de Ronet, 75 ans et surfeur.
qui a accepté de nous livrer certains de ses secrets pour durer. J'ai 75 ans cette année, en 2012, et je surfe 6 heures quand c'est bon. Alors pour ça, c'est beaucoup d'exercices. Je fais de l'entraînement musculaire toute l'année. J'ai dans ma maison un rameur, un vélo et des poids. Ensuite, il y a la nutrition. Il faut savoir adapter son alimentation à l'énergie qu'on dépense dans l'eau. Quand on fait 6 heures de surf, il faut vraiment se nourrir différemment. Il ne faut pas prendre trop de glucides, trop de trucs comme on a cru avant pour faire du marathon. Il faut bien équilibrer sa nourriture. Donc casque, bouchon, dos, cataracte, nutrition, et on peut y aller. Moi, je vais surfer. Tous ces conseils de prévention, en fait, je les donne sur Surf Prévention dans l'optique de faire profiter de l'environnement marin dans les meilleures conditions possibles, en évitant une pathologie, en évitant un accident. Voilà, mais il faut savoir que le milieu marin est peut-être le milieu idéal pour se remettre en forme, pour retirer des bénéfices pour sa santé et même pour aider à soigner certaines pathologies. Je suis toujours à Quiberon, dans le Morbihan, en compagnie de Ben, qui est mon guide pour la journée et qui a amené le soleil. Bah, ouais, normal, hein. Nous, Voilà. Tous les jours, hein. Il y a du soleil au moins une fois par jour. Il y a du soleil en Bretagne. Et où est-ce qu'on est là? Alors là, on est à Port-Rue, c'est vraiment le spot un peu local où on reste là. Ça s'appelle Port-Rue parce qu'il y a des petites bouts de falaises un peu rouges. Écoute, moi je trouve vraiment, là on fait la côte depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Je pense qu'il y a de belles photos à faire dans la région. Hein. Mais en plus, il y a deux décors, hein, à marée haute et à marée basse. À marée basse, ici, tu as des petites grottes. Sur 100 mètres, tu peux marcher sous la falaise, avoir des coquillages et tout. C'est super beau. Bien écoutez, tout de suite, c'est notre portrait de la semaine. Il s'appelle Ronan Gladu, il est photographe, caméraman et il est passionné par les sports de glisse. Nous ne pouvions pas passer ici en Bretagne sans le rencontrer. Peut-être que tu le connais? Ouais, mais j'ai vu surtout ses films, la Baravel qu'il a fait, un film sur le surf breton qui est excellent. Et il a fait un petit reportage en Indonésie qui s'appelle Désillusion et qui est pas mal du tout. Et il y a d'autres choses en préparation, j'ai vu sur son Facebook. Ah ah, eh bien, on dit ça tout de suite dans Riding Zone. Voici les choses en préparation. Alors, je m'appelle Ronan Gladu, je suis photographe à l'origine et maintenant je fais beaucoup de vidéos. C'est même comme ça que je vis en faisant de la vidéo d'entreprise en fait. Et je suis passionné par les images de surf en général. Je suis breton, du coup je suis très content d'être en Bretagne pour faire ça et de profiter de la Bretagne pour faire des photos de surf. Très agréable. Alors moi j'ai commencé par le bodyboard, j'étais nul, je me suis mis assez vite à la photo et maintenant je fais un peu de longboard aussi mais je suis toujours nul. Et c'est très bien parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de photographes de surf qui étaient assez bons en surf ou en bodyboard. Et du coup dès que les bonnes vagues arrivent, ils sont super stressés, est-ce que je vais surfer, est-ce que je vais pas surfer, est-ce que je fais des photos, est-ce que je fais pas de photos. Du coup moi je surfe que quand les vagues sont petites, pourries, ça me va très bien. Et sinon je fais de la photo, ça reste ma passion principale. J'avais 17 ans quand j'ai vendu ma première photo. Après j'ai réussi à en vivre grâce à Canabitch en fait. J'ai fait beaucoup de photos pour Canabitch, plus de surf que de bodyboard d'ailleurs. Et justement quand on n'arrive pas à rendre un peu une scène en photo, c'est assez facile de prendre une petite caméra et de filmer. Et j'ai toujours fait ça un peu en fait. Dans tous mes voyages je me trimballais avec une petite caméra un peu pourrie mais je filmais 2-3 trucs à droite à gauche et finalement j'ai pris cette caméra pour faire Baravel et j'ai fait le film comme ça. Désillusion, on est parti avec mes deux meilleurs potes un petit peu à la fraîche sur une idée de gamin d'essayer d'aller trouver une île déserte et d'essayer d'y survivre et surfer. Bon, ça a fait un film assez sympa qui a bien marché. Après, la conclusion, ça a été un peu que c'était pas si facile que ça. Et finalement, on avait bien besoin de la société pour se libérer du temps. Voilà, donc on est un peu revenu à nos bases. Et, on en a vraiment chié, ouais, c'est ça. On a tenu que finalement 23 jours sur cette île. Et puis,
On a eu un nombre de galères incalculables, faut aller le regarder parce que je vais pas refaire le film, mais pour trouver cette île avec personne dessus, c'était très compliqué. Puis après, une fois sur place pour survivre avec la pluie et tout ça, c'était vraiment... c'est vraiment le plus gros problème qu'on a eu, c'est qu'en tant que Breton, on allait sous les tropiques pour chercher de la pluie et on n'avait pas trop prévu le truc. Et c'était vraiment très très physique par rapport à ça. Ewen, donc lui, il a fini par attraper le chikungunya. Heureusement, il a pu être soigné en France, mais ça aurait pu être très très compliqué. Mais non, super expérience. Et puis, moi, ça m'a permis de filmer autre chose que du surf, parce que je pense que je commençais un petit peu à avoir fait le tour de filmer que la scène de surf texto comme ça. Et du coup, finalement, de me retrouver avec des surfeurs qui pensent pas que à ça et qui étaient prêts à faire autre chose, même s'il y avait des vagues parfaites devant eux. Moi aussi, ça m'a permis de filmer autre chose et d'apprendre autour de ça. En fait. Finalement, ce qui nous a presque le plus plu dans Des Illusions, dans notre expérience personnelle, c'est toute cette notion de partage un peu. Et c'est ça qui nous a donné envie de faire un surf trip avec un bateau, en fait, tout simplement. Là, l'idée, c'était d'avoir un petit bateau qui permette de rentrer vraiment dans les lagons, d'aller au plus proche, de beacher, de se poser sur la plage et de pouvoir partager avec les gens du coin, en fait, tout simplement. Et donc, ça fait 1 an et demi qu'on monte un projet autour de ça pour essayer de pouvoir triper avec un petit bateau. Et plus précisément, c'est un tout petit trimaran, il va s'appeler Goualaz, qui veut dire herbe marine en breton. Et donc on commence par un tour de Bretagne parce que ça nous permet un peu de retrouver nos bases en Bretagne et de redécouvrir notre Bretagne. Et puis c'est quand même très compliqué la navigation en Bretagne parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de courants, beaucoup de marées, tout ça. Et c'est une très très bonne école en fait pour pouvoir aller ailleurs. Et donc notre envie après avec ce bateau, c'est d'aller aux îles Salomon en fait. Et du coup, ça va s'appeler Lost in the Swell, tout ça. Et on a déjà un site internet, on peut aller voir. On va bientôt lancer la bande-annonce. Et c'est pareil, le but c'est d'en faire une web-série comme Des Illusions. Et donc sous forme d'épisode aussi. J'espère que ça va bien marcher, qu'on aura des bonnes conditions et que ça va plaire aux gens. Bon et bien voilà, je ne pouvais pas passer en Bretagne sans manger la fameuse galette. Alors, je suis en compagnie de Julien, qui est le roi de la crêpe. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, ravi de t'accueillir. Eh bien écoute, je vais prendre un petit cours de cuisine, ça c'est ride. Ça c'est très ride. J'y vais là? Vas-y alors. On met un peu de gras déjà, avant, voilà, pas exactement. Hop, mettre un petit peu de gras dessus. Tu vois, tu fais chauffer un petit peu plus ton bilig ou ta plaque, comme tu veux. Et après, en fait, tu vas tourner ta galette, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans l'autre sens, comme tu veux. Et hop. Là au milieu? Vas-y, si tu veux. Allez, vas-y, perds pas de temps. Voilà, doucement. Partout. Ouh là là, mais c'est dur. Tu m'avais dit que tu savais tourner les galettes, Tiga? Je sais les retourner déjà faites dans la poêle. Bon, on va te donner une autre chance, hein, parce qu'on n'a pas été très sport, là. Allez, on retente la deuxième. Ah, bah oui, quand même. Tu arrives à quitter la Bretagne en tournant une galette. Vas-y. Ouais, voilà. Prends toute la pâte d'un coup. Ok, je prends toute la pâte. Ah oui, parce que du coup, ça a déjà adhéré. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas mal, ça. C'est mieux. Il y a un début à tout. Bon, ben voilà, écoute, c'est beaucoup plus dur que de faire un tricks, hein. Je pense aussi, oui. Allez, on retourne dans les sensations fortes. Tout de suite, voici les 5 tricks de la semaine. Merci, Julien. Cette semaine, un 5 tricks spécial X Games et voici Chad Kagi, 5e. En BMX, l'Américain s'est envolé au-dessus de Barcelone pour rentrer un flare flip 180. Impressionnant. La 4e place, c'est pour un habitué, Monsieur Ninja Houston et son hard flip en finale du contest de street. Un tricks énorme de l'Américain qui a mis tout le monde d'accord, encore une fois.
Pour la 3e place, skate toujours, mais cette fois c'est un autre Américain, Michi Brusco, qui a eu le droit aux honneurs avec un 900 parfait sur la rampe barcelonaise. Un 900 c'est bien et pourtant il a fait encore mieux en big air. Après le 900, place au 1080, le tout à 16 ans seulement. De quoi avoir le droit aussi à la 2e place du 5 tricks. Enfin, la première place revient à Zach Warden et pour cause, en big air, le rider américain a décollé pour réussir un backflip, big flip to tail whip, tout simplement. Une première mondiale. Et oui, Ben, mon guide, est parti donner un cours de surf, alors moi j'en profite pour prendre du soleil. Décidément, on aura tout vu ici en Bretagne. Tout de suite, on s'envole direction la gare de Lyon pour la BMX Street Station, une compétition de BMX qui réunit 2 disciplines, le street et le parc. 2 de nos riders étaient au rendez-vous, Maxime Charveron et Anthony Perrin. C'est parti pour Lyon et on se retrouve après avec FX, le shaper de Quiberon. Je prends du soleil. Alors c'est la 4e édition du BMX Street Station. C'est donc toujours devant la gare Pardieu, comme depuis la première édition. C'est une compétition aussi bien parc que street, avec 2 classements différenciés par rapport aux riders. C'est 2 disciplines, c'est la rencontre entre amateurs et pros, tout ça dans une alchimie, une bonne ambiance. Et puis c'est un contest international, il faut le préciser aussi. Les précédents vainqueurs, on a quand même des noms comme Michael Biran, Daniel Ders, etc. pour ne citer que ces 2-là. Il y a du parc et du street, comme le dit Fabien. Donc il y a un moment ou un autre, c'est 2 disciplines différentes qui sont pas évidentes à saisir pour le public. Donc le but pour moi c'est de décrypter tout ça et puis tout le monde s'y retrouve, le public comme les riders et comme l'organisateur. C'est vraiment l'objectif principal de la manifestation, c'est faire une compétition qui correspondent aux riders, c'est ce qu'ils avaient besoin, c'est-à-dire quelque chose de pointu dans le milieu BMX, mais qu'en même temps ça offre un spectacle au grand public, que ça soit avant tout une fête du BMX, que les riders se retrouvent entre eux, que ça soit avant tout l'esprit de camaraderie qui prime, plutôt que la compétition en elle-même avec un classement, tout ça, bien qu'il y ait un petit peu de prize money à gagner. Donc les critères, c'est quelque chose de très subjectif, mais normalement c'est l'amplitude par exemple, le style du rider, la difficulté des tricks qu'il va proposer, s'il va tomber, s'il est régulier lors de ses passages, et l'exploitation de l'ensemble du skatepark, et tout ça fait une note. En général on note sur 100, et après on est trois juges, on fait la moyenne, ça donne un classement, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et aux yeux des juges, le meilleur trick du contest, c'était ce bus manuel au pot bus du français Anthony Perrin. Un enchaînement qui lui permet de repartir avec le trophée du Best Tricks. Mais il n'y a pas que les Français qui ont brillé à Lyon. En street, le Portugais Dogo Santos a su tirer son épingle du jeu. Technique et rapide, il a fait le spectacle, mais n'est pas parvenu à voler la vedette à Anthony Perrin. Non content de s'être offert le prix du Best Tricks, le rider lyonnais a voulu montrer qui était le patron à la maison. Objectif rempli avec la manière, au final, il s'impose devant Dogo Santos et Alex Valentino. Après le street, place au parc, et là encore, le public lyonnais a eu droit à un spectacle énorme. Tous les riders présents ont pris des risques pour impressionner les juges. Des risques parfois payants, mais pas toujours. Et à ce petit jeu, c'est un Français qui a été le plus adroit, j'ai nommé Maxime Charveron. À la maison, il a surclassé la concurrence pour l'emporter
devant Dogo Santos, encore deuxième, et Justin Foot. Une belle performance pour Max Charveron, car le niveau était encore une fois au rendez-vous. Les Lyonnais vont donc devoir vite se remettre au travail s'ils veulent encore être les maîtres chez eux l'an prochain. Salut. Salut FX. Je vous présente FX Vince, il est shaper ici à Quiberon. FX, pour tous ceux qui ne connaissent pas ton métier, est-ce que tu pourrais nous le présenter en quelques mots? Bah, tu vois Tiga, là je suis en train de finir une planche de surf pour un de mes clients et bah, voilà, donc là elle est quasiment finie, je suis en train de faire le ponçage de finition. FX, il a une spécialité et c'est pour ça que dans Riding Zone on voulait absolument te rencontrer, c'est que tu fais en plus des planches normales, tu fais des boards écolo. Voilà, exactement. Donc c'est pas 100% écolo, mais bon c'est déjà une grosse avancée. Par exemple cette planche-là est faite avec un pain comme ça. C'est un pain qui est en partie recyclé. Donc il y a une partie de mousse normale et une partie de mousse recyclée. Donc c'est pas 100% recyclé encore, on va y arriver. Hein. Déjà avec ça, plus une résine spéciale, un tissu spécial du lin, du tissu de lin hein, qui vient de France, hein, et une résine aussi à moitié végétale, on arrive à faire des planches beaucoup plus propres. Et justement sur la Côte Sauvage, ici qui est l'un des spots les plus réputés de Bretagne, qu'est-ce qu'on utilise comme board? Alors en grande majorité des planches typées performantes, style shortboard, qui sont faites pour les vagues creuses. Parce que la particularité de la Côte Sauvage de Quiberon, c'est que les vagues déferlent vraiment d'un coup, c'est très très rapide, c'est très creux. Donc plutôt des planches avec du rocker, des planches assez fines, vraiment faites pour le creux, le tube. C'est des planches vraiment spécifiques. Merci beaucoup FX. Impeccable. Vous savez désormais qu'à Quiberon, il y a un super shaper. Allez tout de suite, c'est notre rubrique culture. Qui est Mr. Key? C'est un street artiste. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'une exposition. Portrait. Monsieur Key, graffiti artiste, ou street artiste plutôt, Éric Lacan dans le civil. J'ai commencé au début des années 90 dans le graffiti. J'ai parcouru toute la décennie en faisant quasiment que ça. Par la suite, j'ai découvert un peu le street art, le côté libertaire du street art new-yorkais. D'autres moyens de modifier l'espace urbain, d'imposer des messages par de l'affichage, la sculpture, etc. Et début 2006, j'ai fait mes premiers essais de collage dans la rue. Et 2007, j'ai attaqué entre guillemets la ville de Marseille, avant d'arriver à Paris en 2008 et continuer dans les rues de Paris. Le travail d'atelier, il est tout récent puisque ça fait une année que je me permets du temps pour travailler sur des œuvres, on va dire, un petit peu plus sophistiquées que le travail de rue, qui était souvent des collages préparés dans l'urgence, et collé pareil dès que l'occasion le permettait. Là, je me suis offert une année de travail pour développer des techniques que je ne maîtrisais pas encore, comme le papier découpé, la peinture, que je n'avais pas encore eu l'occasion de fouiller dans ce genre-là. En réalité, j'ai pas de méthode de travail, j'ai un univers qui vient tel que, dans la forme, un univers en noir et blanc, parce que, a priori, j'ai pas encore réussi à me retrouver dans la couleur. Mais j'ai envie de dire que c'est très instinctif et que je laisse beaucoup le hasard faire les choses, malgré le fait que ce sont des œuvres quand même qui, techniquement, prennent du temps. Plein d'influences dans tous les domaines et
beaucoup la musique, alors que ça peut paraître totalement éloigné, mais je suis très gourmand de musique. Très souvent, je me souviens des morceaux que j'écoutais quand je faisais telle ou telle œuvre. L'exposition s'appelle 17 Seconds, qui est un morceau des The Cure. En termes de street artistes, des gens comme Fail m'ont vraiment motivé à commencer d'ailleurs. Des gens comme Vils aussi, pas forcément une influence, mais toujours séduit. Des gens comme Isvan aussi. C'est bien les filles dans la rue. Non, c'est pas bien les filles dans la rue. J'apprécie beaucoup les interventions artistiques féminines dans l'univers de l'art urbain, puisque c'est, on va dire, une autre approche et d'autres moyens parfois ou d'autres mots. On est toujours dans le surf shop de FX à Quiberon et là j'ai rencontré Rafa qui est un surfeur qui a eu une carrière professionnelle. Tu nous viens de Rio. Alors là tu es venu récupérer ta planche. Ouais, exactement. Ça fait quelques semaines que j'ai la commandée. C'est une planche qui je sais que ça va marcher, et surtout sous des vagues creuses, fortes comme ici. Et voilà. Justement, en parlant d'ici, tu viens quand même d'un pays qui, personnellement, me fait rêver. Je ne dois pas être la seule, le Brésil. Alors, pourquoi ce choix de venir t'installer ici à Quiberon? Quand on me dit qu'il y a des vagues en Bretagne, j'y crois pas. Est-ce que tu peux me faire mentir? Ouais. En fait, oui, il y a des très bonnes vagues aussi, comme dans les Landes. Ouais. Peut-être un peu moins constant, mais aussi belle que là-bas, quoi. Ouais. Et ouais, malheureusement, aujourd'hui, c'était pas le top. Mais c'est vrai que des fois, c'est très sympa, c'est beau, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Rafa, et puis bon ride. Hein. Merci à toi, et à une prochaine fois. Ouais, avec plaisir. Allez, tout de suite, je vous propose de partir pour la Bergline. C'est la plus grosse compétition de mountain bike freeride d'Europe. L'année dernière, c'est un Espagnol qui avait remporté la première édition. On espère que cette année, ce sera un Français qui sera en haut du podium. Let's go! Pas le temps de se reposer en freeride mountain bike. À peine le FIS terminé, les meilleurs riders de la planète ont quitté Montpellier pour prendre la route de l'Allemagne. Direction Winterberg et son contest de FMB, le Bergline. Une des compétitions phares de la saison, une des plus relevées aussi, avec comme à chaque fois la même question. Quelqu'un réussira-t-il à faire chuter Sam Pilgrim? Intouchable depuis le début de l'année, l'anglais volant n'a encore trouvé personne pour le faire atterrir. Champion du monde en titre, leader du classement général et vainqueur des 2 derniers contests du World Tour, il règne en maître sur sa discipline. Mais en Allemagne, la concurrence avait aiguisé ses armes, bien décidée à renverser enfin le patron. Et c'est un jeune Suédois qui a lancé la rébellion, inconnu en début de saison et qualifié pour le Bergline grâce à une bonne performance lors du Vienna Air King. Anton Telander, 18 ans, ne s'est pas laissé impressionner. Flat spin, backflip, tail whip, bar spin ou encore 3-6, tout y est passé et sans forcer ou presque. Résultat au final, ça donne un run solide et une jolie note de 88,33 sur 100. De quoi inquiéter le roi Sam Pilgrim. L'inquiéter, mais pas le renverser, bousculer, l'anglais a immédiatement réagi et claqué un backflip dès le début de son run, histoire de bien faire comprendre à tout le monde qu'il n'était pas prêt d'abdiquer. Et au cas où son message ne soit pas assez clair, il a forcé le trait lors de la suite de son run. Backflip no under, flat spin, puis tail whip, il a enchaîné les tricks à une vitesse ahurissante et sorti un run monstrueux. Une impression confirmée par les juges, 93,67 sur 100. Sam Pilgrim a mis tout le monde d'accord. Enfin presque tout le monde. Car il y en a un qui depuis le début de la saison ne cesse de contester le leadership de l'anglais, j'ai nommé Brett Reader. Deuxième à Montpellier, le Canadien voulait cette fois dépasser le maître. Alors il a sorti ses plus beaux atouts.
Notamment le backflip tail whip. Sur les 2 premiers kickers, il envoie son tricks favori. C'est à chaque fois un régal. Aérien, précis et rapide, il finit avec une note de 94,67. Événement au Berghain. Sam Pilgrim est tombé, battu par Brett Reader, qui remporte le contest devant l'anglais volant et Anton Telander. Avant mon dernier run, je savais qu'il fallait que je sois vraiment très fort pour gagner. Je devais sortir un run très solide pour ne pas finir deuxième encore une fois. Alors j'ai changé 2 ou 3 petites choses. Ce n'était vraiment pas évident, mais j'ai réussi à tout rentrer et ça a marché. Donc oui, là je suis vraiment très heureux. Mais à peine le temps de se remettre de cette victoire qu'il fallait déjà repartir en piste pour le contest du Best Tricks. Et encore une fois, le public allemand du Berghain en a pris plein la vue. Backflip, tail whip, Superman, tout le monde a sorti l'artillerie lourde. Mais personne n'a pu lutter avec Simon Gotziel. Dès son premier run, le Polonais a mis les choses au clair. Un flawless cash roll parfait pour tuer le suspense et remporter le prix du Best Tricks. Avant, comme toujours, de repartir pour un nouveau contest. Car ça ne s'arrête jamais. Prochaine étape en Pologne, justement, pour le bike slopestyle. Bon mais voilà, j'ai retrouvé Ben, il m'a proposé de faire un tour de stand-up paddle. Ça ne se refuse pas. On est côté B là, toujours à Quiberon et franchement, le soleil tombe et c'est magnifique. Tout de suite dans notre rubrique tendance, avant l'été, on tenait vraiment à vous faire découvrir le Giant Sup. C'est une espèce de rafting des mers sur lequel on peut monter jusqu'à 10, sur lequel on est assis ou alors debout, un peu comme sur un stand-up paddle quoi. Sauf que c'est Giant. Tendance! Salut, c'est Pierre, bienvenue sur la presqu'île de Quiberon à Penthièvre. On va vous présenter aujourd'hui le Giant Sup. Le Giant Sup, c'est une planche qui fait 5,50 m de haut, 1,90 m de large. C'est entièrement gonflable. C'est une discipline qui est née à Hawaï. À la base, c'était pratiqué par les secouristes. Ils mettaient ça derrière leur jet ski, alors un peu plus aménagé en forme de U pour épouser l'arrière du jet ski. Et puis après, ils ont commencé à se dire, tiens, on va délirer, on va inventer une planche géante, on va voir comment ça fonctionne. Et voilà, petit à petit est née l'activité, le Giant Sup. On peut scinder le Giant Sup en 2 familles. La partie au calme, où on va l'utiliser lors de challenges nautiques, de courses, de relais. Et la partie Giant Sup rafting, puisque le Giant Sup, en fait, est l'évolution du raft des mers. Où là, on va l'utiliser dans les vagues. Le Giant Sup se pratique dans 2 endroits en France, ici, à Penthièvre, sur l'entrée de la presqu'île de Quiberon, et sur la côte basque. Les conditions pour le Giant Sup sont simples, il nous faut au minimum 50 cm de vagues. Pour le Giant Sup rafting. Après, un petit peu de vent, c'est pas grave puisque la majorité du temps on va être à genoux, hein, comme en position dans une pirogue. C'est une activité qui se pratique en famille, en groupe. En général, le support fonctionne à partir de 6, 8 adultes, maximum 10 enfants. L'idée était vraiment d'apporter un nouveau support. Loin des supports élitistes, le Giant Sup, c'est l'accessibilité pour tous. Tout de suite, c'est notre rubrique multimédia dans Riding Zone. Antipode, on vous en a déjà parlé, c'est le road trip de Mathias Dandois et de Maxime Charveron en Australie. Du ride, de la bonne rigolade, voici le cocktail détonnant de ce film qui sortira prochainement en DVD. Ben, merci beaucoup d'avoir été mon guide. C'était avec grand plaisir. Grâce à toi, je connais un petit peu plus la Bretagne et surtout Quiberon. Ouais, c'est quand même pas pareil. Hein. C'est pas pareil, d'accord, ok. En tout cas, je reviendrai. Avec grand plaisir encore. Et j'espère qu'on vous a donné envie de passer dans la région. Allez, tout de suite, notre rubrique multimédia.
ce genre de moment où t'as les nuages qui sont en bas et du coup le soleil il se reflète dans les nuages, tu chill avec tes potes, puis tu dis que la vie est belle. Et voilà, notre Riding Zone spéciale Bretagne est terminée. Merci à tous les Bretons pour leur accueil, c'était vraiment sensationnel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'images incroyables et de sensations fortes. Nous savons déjà que nous serons à La Rochelle pour le cliff diving. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, bon ride à tous. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un petit tour avec Pierre qui nous a présenté le Giant Sup. Un peu de pirogue, ça fait du bien.